Beaucoup d'entreprises se sont déjà lancées dans le processus de transformation numérique. Est-ce qu'on peut comparer dans les évolutions passées, notamment les évolutions industrielles? Est-ce qu'on peut dire qu'on est dans une continuité ou pas? Est-ce que cette révolution, qui est appelée par certains comme une nouvelle révolution, en disant il y a le passé et aujourd'hui, est-ce qu'on est en révolution ou est-ce qu'on est en évolution? Alors, je vais me permettre d'être en désaccord sur les deux termes. D'abord, est-ce que c'est une révolution? C'est une révolution qui dure maintenant depuis très longtemps. C'est une évolution qui peut parfois être brutale. Mais c'est une évolution. On n'est pas dans quelque chose de soudain qui nous tombe dessus et qu'on n'aurait pas vu venir. Le numérique dans l'entreprise, ça fait au moins 40 ou 45 ans qu'on en entend parler. Je pense qu'aujourd'hui, on est quand même dans une rupture. C'est-à-dire qu'on voit bien l'émergence de nouveaux modèles. On voit bien l'arrivée très forte et la présence très forte de ces nouvelles technologies dans quasiment l'ensemble de nos secteurs d'activité. On est dans un monde où il y a des secteurs qui ont été totalement transformés. Je pense que dans le monde de la banque et de l'assurance, on ne vit pas encore ça. Par contre, on est dans un environnement européen, de plus en plus en France, et on voit qu'il y a des directives européennes qui nous amènent en tout cas une concurrence de plus en plus forte. Je prendrai un exemple et je terminerai là-dessus, qui est la directive des services de paiement, qui a été votée. Cette directive des services de paiement va permettre à des acteurs tiers de venir faire des opérations sur le compte des clients une fois que les clients auront donné ce mandat-là. Ça veut dire que pour la première fois dans l'histoire de la banque, on va devoir ouvrir nos comptes courants, le compte courant de nos clients, pour que des acteurs tiers viennent faire des opérations une fois qu'ils ont eu ce mandat-là. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, on est dans un monde où il y a quand même un changement de rythme, à la fois par rapport à l'émergence de la technologie, et puis dans un environnement concurrentiel, qui n'est pas simplement un environnement concurrentiel aux bornes d'un État, d'un pays, mais qui est un environnement concurrentiel qui devient un minimum européen, voire mondial. Alors, évolution, révolution, c'était la question. Moi, je propose un troisième mot, c'est transition, parce que je pense qu'on est en train d'abord... Enfin, le monde d'hier est définitivement dans le passé. Il y a 25 ans, quand un ordinateur ne marchait pas, on savait quoi faire. On continuait à travailler, puis quand ça remarchait à nouveau, ben, on rattrapait. Aujourd'hui, on ne sait plus quoi faire quand il y a une panne même de quelques minutes. Enfin, on est complètement démunis. Donc la rupture est là. En fait, il y en a une série qui arrive par vagues dans des champs extrêmement différents. Et donc d'où l'idée de transition, parce qu'on ne sait pas exactement quel est le point d'arrivée. Mais ce dont on est sûr, c'est que ce qui compte peut-être le plus, c'est le chemin qu'on va prendre. Et donc je crois que ce qu'on a face à nous, c'est bien une transition avec des ruptures très nombreuses dans plein de domaines, dans l'amont de la filière, avec des révolutions, enfin de la robotique qui se met en place, de l'intelligence artificielle, dans l'aval de la filière avec des applicatifs du logiciel et simultanément des objets connectés qui enrichissent en permanence les usages. Et le mot transition me semble le plus juste, puisque la question qui compte pour nous, c'est quel chemin va-t-on prendre? Alors qu'on ne sache pas où on va, je dirais c'est assez normal, puisqu'on n'a jamais su en matière de technologie là où on allait. La technologie, elle a un pouvoir de déstabilisation des organisations, elle ouvre des possibles, elle recompose des marchés également. Je pense que ce qui est vraiment très net aujourd'hui, c'est la circulation des valeurs. La valeur ne se positionne plus du tout sur les mêmes acteurs qu'il y a encore 10 ans. Ce qui est également intéressant, c'est que la technologie en elle-même n'induit pas forcément ses conséquences. C'est ce qu'on en fait. C'est le projet qu'il y a derrière. Et ça, je crois que c'est peut-être, à mes yeux, la conclusion temporaire la plus importante qu'on puisse apporter, c'est que la technologie, elle est toujours accompagnée d'un modèle de développement. Donc la technologie n'implique pas de conséquences. C'est le modèle qu'on veut bien lui donner. L'accélération des flux, le fait que le client aujourd'hui s'attende à avoir des réponses immédiates, ça n'est pas lié à la technologie, c'est lié aux attentes que l'on voit derrière ces technologies. Et ça, c'est important de le garder en tête parce que ça veut dire que même si on ne sait pas où on va, et ça, c'est certain, on peut en partie décider au moins de points d'étape. Se dire ça, je le souhaite pour mon activité professionnelle, ça, je ne le souhaite pas.
Tu disais tout à l'heure que ça faisait déjà un paquet de temps que les ordinateurs étaient installés. Si on fait le parallèle, 1770, c'est l'invention de la première automobile à vapeur, le Fardier de M. Cugnot. Avant d'avoir de chemin de fer qui dessert la belle ville d'Angers, il a fallu quelques dizaines d'années avant que ça se mette en place. Et grosso modo, c'est vers le milieu du 19e siècle qu'on commence à avoir un réseau ferré qui permet de diffuser et de satisfaire ses aspirations sociétales. Je pense que c'est la même chose que l'on vit aujourd'hui. On est dans une rupture où effectivement ce n'est pas la technologie qui prime, mais en quoi ces technologies permettent de répondre à des désirs, des aspirations sociétales. Donc je le citais, démocratie, liberté, autonomie, pouvoir s'exprimer partout, dans un rapport au temps, à l'espace, à l'autorité, à l'entreprise qui est différent. Et ça devient possible parce que la matière première de nos métiers, pour reboucler quand même sur la banque et l'assurance, notre matière première, nous, ce n'est pas du charbon ou du fer, c'est de l'information. Et cette information, elle est dématérialisée. Elle est dématérialisée, donc elle peut circuler beaucoup plus facilement au travers de la 4G, la 5G qui est en expérimentation sur le territoire de Belfort. Et c'est ces technologies-là qui rendent possible, finalement, le fait de véhiculer l'information et de permettre à chacun, au travers des réseaux sociaux, au travers des blogs, des forums, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir mettre je like pas, j'aime pas, etc. Donc je pense que c'est d'abord cette dimension-là à prendre en compte parce que c'est les usages qui priment sur l'apprentissage d'une technologie en elle-même. Il y a quelques années de cela, la technologie était accessible à un petit nombre. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans un monde où la technologie n'est plus vécue comme une contrainte. Quand on regarde la nouvelle économie, si on la caractérise avec des startups, par exemple, la problématique des startups, ce n'est pas la problématique de la technologie. La technologie, c'est un usage. Ils achètent de la ressource informatique, ils s'appuient sur des compétences qu'ils achètent. Et ce qui les intéresse avant tout, c'est la promesse client, la valeur d'usage pour leurs clients. Le monde du tourisme est un bon exemple. Ça a commencé, alors c'est intéressant parce qu'on peut faire peut-être une analogie, au moins au démarrage, avec la banque et l'assurance. Ça a commencé avec des sortes d'agrégateurs, c'est-à-dire qui permettaient, en fin de compte, lorsqu'on faisait une recherche pour faire un vol Paris-Athènes, de pouvoir aller sur des comparateurs et ressortir quels étaient les meilleurs prix, ce qui existe toujours d'ailleurs. Ça, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, ça a commencé il y a une dizaine d'années, une douzaine d'années. Et puis après, il y a eu l'émergence des sites en ligne, où globalement, avec le marketing digital, on savait que vous revenez sur le site, on vous poussait des offres qui correspondaient à vos attentes, il y avait vraiment une orientation de plus en plus forte. Et puis tout ça, ça a été remis en question par l'économie participative. Aujourd'hui, Airbnb, si je prends cet exemple-là qui est connu de tous, eh bien, cette économie participative, on a contourné en fin de compte ces entreprises-là, et puis des particuliers entre eux se sont organisés. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus aussi de modèles qui sont des modèles où on s'affranchit en fin de compte des grandes entreprises, où en fin de compte le citoyen prend le dessus et peut à la fois profiter de ces modèles-là, voire éventuellement aussi les concevoir ou les proposer sans que l'informatique, sans que la technologie soit une contrainte. Je crois que c'est ça qui est important. Et ces nouveaux modèles-là, ils correspondent aussi à des attentes sociétales qui sont celles qu'on évoquait, plus de liberté, plus d'autonomie, plus de décisions, plus d'économie participative, ainsi de suite. Est-ce qu'on n'a pas globalement un risque ou une opportunité sur le devenir de la démocratie représentative par rapport à la démocratie collaborative ? Lorsqu'on veut présenter les choses à l'homme de la rue, c'est-à-dire nous, on nous explique que ce serait une fabuleuse occasion d'agréger des opinions et d'avoir la possibilité d'atteindre un état plus parfait de la démocratie, puisque sans bouger de chez soi, on pourrait donner son avis sur les grands sujets de société, sur des sujets beaucoup plus triviaux également. Ce qu'on oublie de dire, c'est que là, pour le coup, la technologie, elle a une très grosse importance, puisque derrière, c'est une boîte noire. Et on sait très bien que le recueil d'opinions, il est régulièrement manipulé, que le classement, qui est un des sujets centraux dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire la manière de présenter des résultats, la manière de présenter des audiences, pour le coup, l'entreprise, Google, Facebook, n'est pas démocrate. C'est un tyran bienveillant tant qu'on ne va pas contre ses objectifs. C'est-à-dire que le rôle de l'élu dans un système de démocratie représentative, il a aussi une prise de recul par rapport à l'intérêt général et il n'est pas là simplement pour promouvoir l'idée majoritaire des personnes qu'il représente. Et ce filtrage supplémentaire qu'il fait, c'est aussi ce qui tire la démocratie vers le haut.
Et il y a peut-être effectivement un risque au travers des médias, des réseaux sociaux, à ce qu'on revienne à des choses, une perte de hauteur, de conscience sur des idéaux avec des idées plus élevées. Ce qui est intéressant, c'est que le modèle des réseaux sociaux, le modèle d'Internet, il s'est fondé sur deux utopies qui parfois s'entrechoquent. La première, c'est celle qui pensait que ces outils pourraient faire naître une démocratie directe réelle. Et on sait qu'aujourd'hui, il n'y a aucun modèle en ligne de démocratie directe d'échelle convenable, parce qu'avec 10 copains pour faire un logiciel, on arrive assez facilement à faire de la démocratie directe. Le plus grand fiasco étant la gouvernance de Wikipédia, qui a fondé son développement sur cette idée de démocratie directe et qui est revenu très très vite à un fonctionnement hiérarchisé avec des validations des contenus parce que c'était devenu totalement ingérable. Et en même temps, une partie non négligeable des informaticiens américains qui s'expriment sur le rôle de leur technologie et en particulier ses rapports avec la société ne croient pas du tout à la démocratie telle qu'on y entend. Ils croient à une gouvernance qui est réalisée par ceux qui savent. Et pour le coup, le modèle politique qui est derrière ces technologies n'est pas un modèle démocratique. Il y a une rupture très importante entre celui qui est derrière Facebook et qui va poster des photos de chatons et celui qui est capable de comprendre comment fonctionne un algorithme ou de programmer en Python. Celui qui est capable de comprendre comment fonctionne un algorithme et de programmer, quel que soit le langage, il aura le pouvoir, pas l'autre. Facebook va fêter ses 10 ans, 1,4 milliard de personnes qui sont sur Facebook à travers le monde, en moins de 10 ans. Donc 1,4 milliard. En France, c'est 30 millions de comptes Facebook, c'est 22 millions de gens qui y vont tous les jours. Ça vous donne une idée de la puissance. Alors naturellement, l'objectif de chacune de ces entreprises, c'est de valoriser le trafic qu'elles ont dessus, quoi. Et donc, sur cette notion, je dirais, de réseau social ou bienveillante, où on échange des informations avec ses amis, avec son entourage, comme on le souhaite et quand on le souhaite, tout autour, il y a tout un dispositif, naturellement, de valorisation de la donnée. Quand vous allez sur Google, que vous faites sur le moteur de recherche Paris-Athènes, la première chose qui sort, c'est le comparateur que Facebook a. Ou si vous faites achat de vélo, c'est des liens commerciaux que Facebook a. On est quand même dans un monde où il ne faut pas être naïf, quoi. Hein, alors, je pense que la plupart des gens ne sont pas naïfs, mais voilà, il y a bien ce recul à avoir par rapport à l'information qui ressort de nos recherches sur ces GAFA. Ok, merci. Du coup, ça va nous amener sur vous l'avez un peu évoqué, sur les stratégies des entreprises, et là on va plutôt se cibler sur les entreprises banques et assurances. Quelle bonne stratégie numérique pour les entreprises banques et assurances? Moi, je pense que le premier sujet à observer de manière forte, c'est l'évolution des comportements de nos clients. Donc, je pense que ça, c'est très important de mettre en place des capteurs pour voir comment nos clients évoluent. Je vais vous donner quelques exemples nous concernant. On voit qu'il y a une baisse de fréquentation des points de vente. Ça, c'est réel. On sait la quantifier. Par contre, il y a un paradoxe. Les clients viennent moins dans les points de vente, mais ils n'ont jamais eu autant de contacts avec leur banque. C'est à peu près 250 contacts par an. Pour, allez, à peu près une dizaine, dans le meilleur des cas, rencontres au niveau du point de vente. Donc je prends cet exemple-là pour vous dire que c'est très important de bien comprendre comment nos clients évoluent pour, en termes de stratégie, adapter notre modèle relationnel. Et aussi développer tous ces nouveaux canaux de telle manière à pouvoir aussi gérer cette relation à distance parce que le client, il le souhaite et il attend, quoi. Là où il y a une bascule qui est en train de s'opérer aujourd'hui, et c'est en cela que je pense que pour moi c'est une révolution, enfin de la même importance que la révolution industrielle où il y en a eu quelques autres, mais très peu finalement dans l'histoire de l'humanité, c'est que là pour le coup on bascule véritablement dans une logique de la demande. Donc on n'est plus sur de la problématique pour les entreprises, c'est pas de produire en masse, c'est d'individualiser les réponses correspondant aux attentes des clients et des prospects. Et pour passer dans cette logique de la demande, pour individualiser, pour personnaliser, il faut comprendre quelles sont les attentes, les besoins de chaque client individuellement. Et c'est en cela que les nouvelles technologies, que le big data, que les algorithmes permettent de passer d'une logique événementielle en ce qui concerne l'assurance à une logique comportementale. Parce que les 15-20 ans d'industrialisation qu'on a vu dans le secteur de l'assurance, ça n'a été finalement que une logique d'automatisation, de rationalisation, de transfert sur le client des actes simples à faible valeur ajoutée. C'est la grande logique, c'est la grande idée de Félix Potin, quand c'est le client qui remplit lui-même son caddie. Là où ça change aujourd'hui, c'est qu'il faut aller
vers le client et donc comprendre dans une logique avec le plus d'anticipation possible, parce qu'il y a aussi la pression de la concurrence sur des marchés saturés, comprendre ce qu'il veut et au travers de la connaissance de ses comportements. C'est en cela que les technologies permettent d'opérer ce changement de paradigme. Dans le domaine de la musique, tout le monde connaît les grandes applications Deezer, Spotify qui vous proposent de la musique en ligne. On a vu dans le monde de l'assurance des plateformes aussi s'intercaler entre le consommateur et les distributeurs classiques, c'est les furet.com. On a vu que par le biais de l'expérience client, des nouveaux services sont apparus, parce que c'est pénible de rentrer son numéro de carte bancaire site par site. Et PayPal s'est installé sur ce créneau-là, en vous proposant de rentrer qu'une seule fois les données bancaires, et puis comme ça on peut payer sur tous les sites. On voit que des modalités encore plus différentes se développent. Moi je pense à deux. D'abord des modalités de souscription collective des contrats. Il y a des startups qui commencent à proposer de souscrire collectivement les contrats. Donc autour d'expériences de souscription qui n'ont rien à voir avec les canaux de distribution classiques. Et puis on a aussi ce qui est de l'ordre de l'économie de l'usage, une transformation du modèle économique. Classiquement, on vendait un produit d'assurance. Et là, maintenant, commence à naître l'idée qu'on ne vend pas du tout un produit d'assurance, on vend un usage. Et donc, je ne vends pas une assurance habitation, je vends un service de maintien en l'état de mon logement. De la même façon que pour la voiture, Renault, Peugeot et tous les constructeurs automobiles ne vendent plus des voitures, ils vendent un service de mobilité. Et donc cette transformation-là, on la voit arriver dans le secteur financier partout. Alors ça transforme un peu tout à la fois, et avec à chaque fois l'idée qu'on se met à la place du client, c'est ça effectivement l'idée centrale. Alors comment ça se passe vis-à-vis des partenaires sociaux ? Je pense que dans chaque entreprise, la première question à se poser, c'est de faire ce que font les copains chez AXA, c'est de demander quelle est la stratégie numérique de l'entreprise. Parce que et le fait qu'il n'y en ait pas serait effectivement assez inquiétant. Si le fait de faire un site internet vaut stratégie numérique, vu les bouleversements à l'œuvre, on peut être inquiet. Après, est-ce qu'on en est au point où les grandes entreprises, même bien outillées, sont capables de deviner quels seront les modèles qui seront ceux de demain et comment les modèles vont se recomposer ? Il ne faut pas se leurrer, la réponse est probablement non. Donc il ne faut pas attendre qu'on ait une GPEC complète pour commencer à rentrer dans la transformation. Il faut y aller. Alors il y a un certain nombre de trains qui sont déjà passés et qu'on ne reprendra plus. Il n'y aura pas de Google français et ça ne sert à rien d'essayer de le créer. Par contre, ce qu'on peut peut-être créer, c'est ce qui remplacera Google, parce que l'usage aura changé. Ce qui compte, c'est pas d'essayer de répliquer ce qui existe, c'est d'inventer de nouveaux, en partant des usages et de choses qui sont culturellement, qui nous sont familiers, de reconstruire d'autres modèles. Si on a une vision globale, aujourd'hui on s'accorde à dire, ce qui n'est pas une nouveauté, mais qui doit être interprété dans le contexte qui est le nôtre, ce qui a de la valeur, c'est la rareté. Lorsqu'on est au début de l'histoire d'une technologie de communication, la technologie, son usage a de la valeur parce que c'est rare. Regardez le téléphone, il était extrêmement important d'avoir le téléphone lorsqu'on avait envie de briller en société au début du siècle. Lorsque cette technologie s'est banalisée, ce qui devient rare, c'est la relation directe. Et en matière de services, aujourd'hui, il y a vraiment des technologies de communication qui servent le quotidien du consommateur. Le service de banque en ligne qu'on va consulter régulièrement pour voir où en est son solde, tous ces services qui permettent de gérer son quotidien, sa relation quotidienne, ce qui explique l'augmentation du nombre des contacts. Ce qui prend de la valeur, c'est l'exceptionnel. C'est la possibilité d'avoir un interlocuteur réel qui peut s'adapter, qui est flexible lorsqu'on a un pépin sur son compte. C'est d'avoir un assureur au bout du fil lorsqu'on est à 1000 km de chez soi et qu'on a un problème de voiture. Donc il faut repenser le modèle en complémentarité. On a très clairement, aujourd'hui, peut-être un peu trop tendance à penser que la valeur va se nicher du côté de l'usage du quotidien. Ça ne rapporte pas grand-chose. Une bête application iPhone, ça ne coûte pas grand-chose à faire. Ça plaît beaucoup, mais le consommateur sera d'autant plus sensible à l'usage du quotidien qu'on lui assure l'exceptionnel. D'accord. Est-ce qu'il y a une approche identique banque-assurance sur cette question de la relation client ? Je pense qu'en tout cas, ce qui est important, c'est l'évolution de ce modèle de relation. Je suis d'accord sur le fait qu'on n'est plus sur une industrie de masse et que donc il y a de plus en plus de ciblage à faire par rapport à nos clients. Et ça, c'est fondamental. Et en effet, la compréhension du client à travers de la donnée. Par exemple, il y a quelques années de cela, on avait des segmentations qui étaient des segmentations commerciales. On se dit, ce client-là, il faut lui vendre de l'épargne. Et on s'arrêtait là, quoi. Après, on est passé sur des segmentations qui étaient un petit peu plus intelligentes. C'est-à-dire qu'on a pris, plus le client, mais on a pris la famille, l'environnement. Et on a fait des offres qui
concerner ce client dans son environnement personnel. Et puis maintenant, on a ajouté à ça quelque chose de nouveau, qui est comment le client nous consomme. C'est-à-dire, s'il ne nous consomme jamais en agence, ça ne sert à rien de le faire venir en agence, parce qu'il ne viendra jamais en agence, quoi. Parce que lui, le modèle de relation qu'il a avec nous, c'est un modèle de relation à distance. Donc ça veut dire qu'il faut aussi que nos agences, et les conseillers, les collaborateurs qui sont dans les agences, puissent pouvoir gérer le client à distance, donc puissent pouvoir l'appeler, mais plus que l'appeler, contractualiser avec lui à distance. Donc c'est ça aussi, c'est adapter quelque part notre modèle de relation en disant la relation physique est importante parce qu'il y a des moments dans la vie où c'est très important d'avoir son conseiller, quand on souscrit un crédit immobilier, quand on a un dégât des eaux par exemple, c'est important d'avoir son assureur. Et donc maintenant ces moments qui sont des moments essentiels, c'est qu'on appelle souvent des moments de vérité, où il faut réussir quelque part, voilà, à amener à son conseiller tous les éléments de compréhension de son client, de telle manière à pouvoir gérer au mieux cette relation. Je vais vous donner deux informations pour voir comment le modèle a aussi évolué. Sur les mails, grosso modo, on a pris à peu près 25% de mails supplémentaires en l'espace quasiment de 18-24 mois. En plus, bon, dans mon périmètre, j'ai la qualité. Donc on a fait des études sur les mails et sur l'appel téléphonique. Le standard du client sur le mail, c'est une réponse sous 4 heures. Quand je dis une réponse sous 4 heures, c'est l'accusé de réception. Hein, j'ai bien reçu votre mail, je vais y répondre. Si on ne fait pas ça, qu'est-ce qui se passe? Un autre mail qui arrive ou un coup de téléphone qui arrive. Parce que le standard, c'est ça. Sur le rapport au temps, le rapport au travail, on a eu plusieurs, nous, au sein d'AXA, nous avons des accords qui nous permettent d'avoir des forums économiques. Et dans certains d'entre eux, on parlait de ce monde merveilleux auquel on travaillerait demain, sans lieu de travail prédéfini, le rapport au temps, donc c'est des sujets qui sont abordés. Donc on est forcément perturbé par rapport à ces organisations de travail qui se mettent en place et qui vont se mettre en place, hein, et qui peut nous poser des problèmes par rapport à la sécurisation du salarié, à l'équilibre professionnel vie privée qui doit être respecté, et comment on met ça dans le désaccord, ou comment on gère ça. Voilà, on aimerait bien pouvoir être dans l'affaire, regarder où est-ce qu'on veut aller, sauf qu'il nous manque toujours les axes stratégiques pour permettre de savoir où est-ce qu'on va et comment on fait pour y aller. On a bien compris que le modèle relationnel était en train d'évoluer, donc il nous faut naturellement que pour les salariés et les collaborateurs, adapter aussi le poste de travail, adapter aussi les conditions de travail. Le droit à la déconnexion, des sujets de cette nature-là sont des sujets très importants. Alors je pense qu'ils sont plus ou moins bien traités, hein, ça c'est clair. Je pense qu'il y a une caractéristique aussi, c'est que ça va tellement vite que aujourd'hui les plans stratégiques, on les fait souvent à 3 ans, à 4 ans, mais la vie, entre le plan stratégique qui a été fait il y a 2 ans ou 3 ans et la vie aujourd'hui, qui aurait pensé que les taux étaient aussi bas il y a 3 ans, qui aurait pensé que l'émergence et le développement digital étaient aussi forts il y a 3 ans, etc. Donc il faut réapprendre ça, et je pense qu'il faut le réapprendre aussi bien au niveau des dirigeants des entreprises qu'au niveau aussi de l'ensemble des collaborateurs du corps social d'une entreprise. Donc je pense qu'en effet, il faut parler des stratégies qui sont mises en place. Je pense que ce qui est important, c'est comment on accompagne à la maille la plus fine. Je pense que c'est ça qui est important. Et pour moi, la maille la plus fine, au-delà de l'agence, c'est quand même les caisses régionales et les banques régionales, cette prise en compte de l'évolution du modèle relationnel. L'assurance a plus évolué en 2 décennies qu'en 2 siècles. Mais ce qui s'est passé sur ces 2 dernières décennies a été extrêmement important, et on ne parlait pas de révolution digitale. Donc dans la première phase de modernisation, donc, qui a consisté en une industrialisation, on n'a pas changé la finalité des métiers. Maintenant, lorsqu'on disait tout à l'heure, tiens, on est 45 à habiter le même immeuble, on pourrait peut-être s'organiser pour trouver une réponse commune à nous 45, on est tout simplement en train de réinventer le principe même de l'assurance, c'est-à-dire la mutualisation des risques. Ensuite, sur la valeur d'usage, pareil, on est passé depuis une bonne quinzaine d'années d'une logique d'indemnisation pécuniaire à une logique de réparation en nature. Et on ne parlait pas de digital. Donc si on revient sur les assurances de dommages, pour faire simple, auto et habitation, ça veut dire que c'est au moment où le contrat va trouver à jouer, à produire ses effets, qu'on va pouvoir se distinguer de la concurrence. Donc là où va se faire la différence, c'est dans la manière dont on va mettre en œuvre la promesse initiale faite à la souscription du contrat. Et dans la manière de délivrer le service, c'est là où se joue cette transition. Et l'apport du digital ou du numérique, c'est précisément de mettre à disposition
à la fois des clients infortunés et des collaborateurs dans les entreprises, des outils qui vont faciliter, fluidifier le traitement de la relation client, la tentative de réparation, d'abolition du sinistre qui vient de survenir. Et donc il faut redonner de la main aux collaborateurs, refaire confiance aux collaborateurs dans le traitement du quotidien. Sauf que depuis 20 ans, les collaborateurs, on leur explique qu'il faut bien garder le doigt aligné sur la couture du pantalon. C'est ça aussi derrière qui est une problématique d'évolution dans le management des collaborateurs et des entreprises. Il y a un autre exemple dans un autre secteur qui est celui de la Poste. La Poste acheminait du courrier et on n'arrête pas de mentionner le mot mail, donc le volume de courrier diminue régulièrement. Toute la réflexion de la Poste, c'est de se dire, en fait, on a un maillage territorial. Notre valeur ajoutée, c'est de connaître les gens, même, et d'être au plus près du territoire. Et donc, c'est là qu'on peut recréer de la valeur. Alors, juste un mot sur les collaborateurs, parce que ça a été mentionné plusieurs fois, je pense que c'est un point extrêmement important. On a parlé depuis le début de la table ronde de l'expérience consommateur, l'expérience salariée, il va falloir travailler un jour dessus. Quel est notre vécu quotidien dans les entreprises ? C'est que... on a très envie d'aller sur Google Docs parce que les applications maison ne marchent pas. Et on est en même temps dans un univers du silence. Je ne vais pas quand même dire à mon employeur que je regarde de temps en temps des sites de recherche d'emploi pour savoir s'il n'y a pas une autre occasion à côté. Et donc l'expérience du salarié, c'est la même que l'expérience du consommateur. Il y a un moment où il va falloir travailler dessus. Et le numérique offre pour nous une fantastique opportunité de retravailler sur ce que c'est qu'être salarié, comment on s'épanouit. Alors bien sûr, en arrêtant les sollicitations insupportables soir et week-end tout le temps, il est temps de se reposer la question de qu'est-ce que c'est qu'être un salarié et de profiter, et de qu'est-ce qu'on peut dire, et comment se fait-il que moi, quand je vais sur Amazon, au 3e achat, on me propose exactement le produit dont j'ai envie. Et vous êtes mon employeur depuis 25 ans, vous ne m'avez jamais proposé une seule formation dont j'avais envie. Je crois, et là c'est vraiment une analyse très globale, que les technologies ne sont absolument pas responsables de ces évolutions. On est dans un changement de société, on joue de plus en plus le consommateur contre le salarié. Aujourd'hui, demander à un interlocuteur salarié qui fasse partie de la banque ou de l'assurance de répondre en moins de 4 heures à un email, c'est oublier que soi-même, on est enseveli sous des demandes de mail dans sa propre activité professionnelle. Il y a un vrai déplacement, un jeu du consommateur contre le salarié. Il suffit d'ouvrir un journal et d'analyser l'affaire Uber. Tout à l'heure, on parlait de Airbnb. C'est une destruction programmée par des intermédiaires de réseaux d'échange traditionnels, tout simplement. Et pour le coup, l'affaire Uber peut rendre optimiste, puisqu'on a vu que la puissance de régulation de l'État, même si on peut trouver qu'elle ne fait pas son travail du côté des taxis, a été capable de mettre fin à une activité qui, pour le coup, était bien peu schumpeterienne, parce qu'elle détruisait beaucoup sans créer de la valeur. Alors oui, c'est moins cher lorsqu'on prend ce type de transporteur, mais il faut savoir que les 5 € qu'on gagne par rapport à un taxi se font au prix de coûts sociaux qui sont gigantesques. Et là, pour le coup, on est dans le politique. Quand on est chauffeur Uber, on est donc moins bien protégé que quand on a je ne parle pas du code du travail, même un contrat commercial classique. On est dans l'ordre, il n'y a pas de dialogue social, ça va sans dire, il n'y a pas de juste rémunération ou de salaire minimum, puisqu'on accepte les conditions d'utilisation, donc la rémunération qui a été fixée. On est donc dans un continent entier qui est en train d'émerger et sur lequel il va falloir inventer une régulation, parce que la réalité, c'est que même si la majorité n'est pas constituée de salariés au sens classique, on est face à des travailleurs économiquement totalement dépendants à l'égard d'une machine ou d'un algorithme qui fixe, selon des critères qui ne sont jamais discutés, l'attribution d'une course à X ou à Y. Donc on est devant un vrai sujet syndical. Moi, j'aurais une question peut-être qui tourne autour de la formation, parce que vous avez évoqué la question des compétences. Est-ce qu'on peut en parler, ou est-ce que manifestement c'est trop tôt ? C'est une question qui est essentielle. Alors, la formation ne fait pas tout par rapport à ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut donner les outils à nos collaborateurs pour faire face à ce que les clients attendent. Moi, j'en suis intimement convaincu. Si je vous dis qu'aujourd'hui, on a 15% de baisse de fréquentation des points de vente, c'est une réalité objective. Si je vous dis aujourd'hui qu'on a de plus en plus de contacts à distance au niveau des points de vente, c'est une réalité. Si je vous dis aujourd'hui qu'on a de plus en plus de problématiques pour nos conseillers de faire face à des clients qui ont de plus en plus d'expertise,
C'est une réalité. Et cette réalité-là, il faut naturellement la prendre en compte. Alors, la formation, de mon point de vue, est un sujet intéressant, et c'est vrai, je partage à 100%, c'est que la formation n'a pas été gérée totalement comme un vrai actif. Je pense que le digital, déjà, par rapport à ça, c'est naturellement la formation, mais c'est aussi les évolutions du poste de travail. Je pense que là-dessus, on parle beaucoup de tout ce qu'on a mis à disposition du collaborateur, du client, mais qu'est-ce qu'on a mis à disposition du collaborateur? Je pense qu'il faut l'aider sur son poste de travail, à avoir des moteurs de recherche qui lui permettent d'avoir accès naturellement aux données dont il a besoin pour répondre à son client. Il faut l'aider éventuellement dans la gestion de ses mails avec de l'analyse sémantique de mails. Il faut l'aider, comme on l'a fait, sur un sujet qui est la signature électronique pour éviter que dans un entretien commercial, il y ait 30 à 40% du temps qui soit géré sur de l'administratif et non, je dirais, de la relation client. Donc tout ça, ça veut dire aussi qu'il faut qu'il y ait des grandes réflexions et des grands plans, de telle manière aussi à accompagner l'évolution du poste de travail des collaborateurs. Ça, j'y crois énormément. Quand on regarde sur la qualité, on a à ce jour à peu près, au niveau du groupe BPCE, 12 millions de clients qu'on interroge. Quand on regarde les collaborateurs qu'on interroge, c'est marginal. On interroge très peu les collaborateurs. Donc là, on commence à mettre en place des dispositifs pour voir quelles sont les évolutions éventuellement qu'on peut apporter au niveau des collaborateurs dans l'environnement de travail, dans le poste de travail. Mais je pense qu'il y a en effet une réflexion à avoir sur l'évolution du poste de travail, sur l'évolution des conditions de travail, et la formation étant un levier pour accompagner ça. Mais je ne pense pas qu'on puisse parler de formation sans avoir parlé de ça auparavant. C'est dans la manière d'exercer les métiers que les choses ont changé, et ça change en termes de profil de compétences. Certes, il y a toujours une exigence de prérequis sur des savoirs techniques, mais dans le même temps, on est passé aujourd'hui dans les recrutements à 80% des recrutements qui sont à Bac+2 minimum, ou en contrat d'alternance dans la finalité d'obtenir un Bac+2. Donc on a une population qui, d'entrée de jeu, est beaucoup plus formée. Et dans l'évolution du profil ou de l'activité du quotidien, on est beaucoup plus sur des compétences comportementales, relationnelles, pédagogiques, que ça n'était le cas précédemment. Donc c'est ça principalement l'évolution du métier, avec le digital qui suppose précisément d'accueillir le client avec des canaux de communication qui sont différents. Donc il y a à la fois la mise en situation réelle de travail qui permet d'augmenter ses compétences et pas exclusivement la formation. Un deuxième élément qui me paraît important aussi, c'est au-delà de la compétence, c'est l'importance du collectif de travail, parce qu'on l'oublie complètement. On n'est plus propriétaire du client, on n'est plus propriétaire de son dossier. On intervient sur un bout de processus. Et on espère avoir une vision systémique de ce processus pour aller dans le sens général qui est attendu. Quid des collectifs de travail, quid de la coopération entre les individus? Et c'est ce qu'on appelle aussi l'intelligence situationnelle ou la coopération en entreprise. Et l'enjeu, ça a déjà été cité tout à l'heure, l'enjeu de la performance, ce n'est pas qu'une question de compétence, c'est aussi une question d'engagement, d'implication, de collectif de travail. Et ces éléments-là, ça ne sert à rien de les mettre sur une fiche de poste. Ça ne s'impose pas, ça se gagne. Moi, sur les métiers, je n'ai rien à dire, sinon que ce que je viens d'entendre me confirme dans une idée que j'ai, c'est qu'il faut qu'on discute des organisations du travail. Aujourd'hui, je trouve qu'on ne joue pas le jeu au niveau des entreprises, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, on n'a pas de consultation stratégique, les BDES, elles n'ont pas été mises en place par les entreprises, ce qui fait que du coup, on ne peut pas accompagner cette transformation et voir comment on peut mettre les passerelles en route, parce qu'on n'a pas les informations et qu'on ne les donne pas. Et je pense que l'entreprise, à un moment donné, si elle veut avoir des partenaires sociaux, il va falloir qu'ils communiquent là-dessus et qu'elle échangent là-dessus. Sur la formation, je prends juste ma casquette d'enseignant. La difficulté avec le numérique, et on y réfléchit beaucoup dans le supérieur pour mieux former nos étudiants, c'est qu'il est vain d'essayer de former les gens à des outils. Il faut laisser du temps aux gens, ne pas s'imaginer qu'en 3 jours de formation, on va réussir à leur donner un savoir ou des compétences qui sont pérennes pour les 10 ans à venir. On est très largement sur de la compétence transversale. Et plutôt que de multiplier, quand elles sont multipliées les formations, laisser du temps aux équipes pour elles-mêmes expérimenter des procédures qui peuvent éventuellement être nouvelles. Aujourd'hui, dans le supérieur, on a largement diminué les heures de cours sur le numérique. Et par contre, on a des cantines numériques où les étudiants peuvent travailler, mener des projets, choisir eux-mêmes les outils qui leur sont nécessaires. Je crois qu'on est à l'aube d'une réflexion un peu plus poussée en la matière sur ces compétences transversales du numérique qui n'ont rien à voir avec le fait de savoir tourner un écrou dans le bon sens sur une chaîne de montage.